Condamné à de la prison ferme, l'avocat Horst Mahler n'a pas attendu que les autorités viennent le chercher pour l'incarcérer. Il a quitté l'Allemagne pour se mettre en lieu sûr. Bravo, monsieur Mahler. Quand les lois sont injustes et que la justice est une comédie, alors il n'y a pas à obéir. Il faut violer la loi et dire zut à l'institution chargée de la faire appliquer. Dans les années 70, Horst Mahler était l'avocat des fractions armées rouges. Aujourd'hui, c'est un national-socialiste convaincu. Pas étonnant, diront certains avec mépris. Les extrêmes se rejoignent. Explication aussi facile que fausse. La vraie raison est ailleurs. Elle réside dans l'œuvre nationale-socialiste. Demain, 20 avril, nous fêterons l'anniversaire de la naissance d'Adolf Hitler. Le 20 avril 1941, à cette occasion, l'œuvre reproduisit un article de Walter Funk intitulé « Hitler, fondateur du Reich ». L'auteur écrivait « Le destin propre d'Adolf Hitler a été de réunir en sa personne le nouveau socialisme avec le nouveau nationalisme. Il lui a été donné de délivrer le nationalisme de son emprisonnement bourgeois et de dégager le socialisme de son complexe d'infériorité d'envie prolétarienne. Cette conception politique s'est imposée au cours d'une décade d'âpres luttes. Elle a transformé et renouvelé le peuple allemand et a créé un nouvel État, formé le nouveau Reich. La personnalité du Führer a fermé les abîmes qui séparaient, par suite d'une révolution historique, les masses du peuple de la couche dirigeante. Seule cette immense transformation spirituelle nous explique que, peu d'années plus tard, à Vienne et à Prague, l'entrée des armées allemandes put s'effectuer non seulement sans effusion de sang, mais avec l'adhésion unanime de la population. La fusion avait été élaborée dans les âmes avant de se traduire dans les faits. Cette analyse est capitale. Le national-socialisme fut une révolution spirituelle avant d'être une révolution sociale. Voilà d'ailleurs pourquoi il est faux de dire qu'Hitler aurait été un dictateur au sens péjoratif de ce mot. Le même jour, sous le titre « Aspect d'un grand destin », le philosophe collaborationniste Marcel Déat souligna « Hitler commande, et il est obéi, mais ce n'est pas par droit de naissance. Adolf Hitler est un humble enfant de famille sans blason ni ancêtre. Il travaillera de ses mains, il sera un fantassin inconnu pendant la Grande Guerre. Il ne devient pas non plus le maître par la fortune militaire. Ce ne sont pas les armes qui le portent à la puissance. Qu'est-ce donc? La lente révélation d'un peuple à lui-même, que sa prédication politique peu à peu provoque. L'expansion irrésistible de cette chaleur, de cette flamme qui sont en lui et qui saisissent, qui embrassent des millions d'hommes. Il commande d'abord parce qu'il est aimé, parce qu'une masse immense se reconnaît en lui, se retrouve à travers lui, se souvient qu'elle a été tirée de l'abîme par la force d'attraction et d'espérance qui résidait en lui. Plus loin, Marcel Déat qualifiait Hitler de mystique. Mais, s'empressait-il d'ajouter, mystique n'est pas besoin d'être aussi strictement religieuse, ni de se développer dans le cadre d'un dogme. Il y a mystique dès qu'on croit pleinement à ce que l'on fait. Il y a mystique quand l'idée qu'on porte en soi s'identifie avec tout l'être, quand elle se confond avec l'action. En ce sens, le chef moderne est nécessairement un mystique. Il est l'incarnation d'une grande idée. Et il est en perpétuelle communion avec ce divin d'un autre genre qu'est l'âme d'un peuple, elle-même expression vivante d'une race, d'un sol, d'une nature, qui traduisent à travers l'histoire la progression d'un absolu. Ici commencerait la querelle entre l'immanence et la transcendance, et nous savons quelle montagne de sottises a pu être accumulée là-dessus dans la littérature politico-philosophique. Ce qui est sûr, c'est que nos hommes politiques, nos hommes d'État, n'ont rien soupçonné de cette mystique. Ils ont été réalistes comme des cyniques, des jouisseurs ou des grippe-sous. Ils ont ramené toute grandeur au niveau de leur rouerie, et tout ce pauvre peuple de France s'est replié petitement sur lui-même, fuyant tout risque et cherchant éperdument la sécurité, celle de la retraite et des emplois stables, celle des alliances et de la ligne Maginot.
Nous avons au total bien de la chance d'avoir affaire à un vainqueur qui est un grand homme, bien de la chance qu'il juge la France sur ce qu'elle a été et ce qu'elle peut être, non pas sur ce qu'elle vient d'être et sur ce qu'elle est encore. Bien de la chance qu'ayant conduit l'Allemagne à la victoire, ils conçoivent l'hégémonie comme une responsabilité plus haute et considèrent désormais comme son essentielle mission la reconstruction de l'Europe. Car enfin, les choses auraient pu se passer autrement. Il y a même des gens qui font tout ce qu'ils peuvent pour qu'elles se passent autrement. Au nom d'une mystique, celle de la City et de Wall Street, si la France est capable de retrouver une âme, espérons qu'elle ne prendra pas modèle sur celle de M. Churchill. Les faits ont justifié les craintes de Marcel Déat. La mystique de la City et de Wall Street l'ont finalement emporté grâce aux milliers de tonnes de bombes incendiaires et à une propagande mensongère. Ce qui, à mes yeux, caractérise les vainqueurs de 1945, c'est leur hypocrisie et leur cynisme, l'un allant rarement sans l'autre d'ailleurs. Début 1945, cette hypocrisie cynique fut très adroitement résumée avec humour par Pierre-Antoine Cousteau. Le 19 janvier, sous le titre « Le retour du Huron », le Petit Parisien publia ce conte. Un Indien d'Amérique, un Huron, arrive en Europe où la bataille fait rage. « Pourquoi se bat-on » demande-t-il. « Pour Danzig. »« Qu'est-ce que c'est que ça, Danzig ? C'est une ville allemande. »« Et alors ?»« Alors, on ne voulait pas que cette ville allemande fût allemande. » « Et qui donc, demandera encore l'ingénu, qui donc s'oppose à ce que cette ville allemande fût allemande ? Les champions du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Le Huron aura certes l'impression qu'on se paie un peu sa tête, mais comme il est extrêmement bien élevé, il se gardera bien de montrer sa stupeur. Et, sa curiosité aidant, il posera d'autres questions. Il demandera quelles sont les Nations Unies qui luttent pour la justice et la Pologne. Il apprendra ainsi l'existence de la Russie soviétique, qui est l'alliée de la Pologne et qui fait la guerre pour que l'on conserve gracieusement Danzig, ville allemande à la Pologne. Il apprendra aussi que la dite Russie soviétique a commencé par s'octroyer une moitié de cette Pologne qu'elle prétend défendre. C'est donc, dira ingénieusement l'ingénu, que la Russie soviétique est une nation de proie. « Taisez-vous, malheureux !» lui criera-t-on de tous côtés. « N'insultez pas la patrie du génial petit père Staline. La Russie est une puissance démocratique, indéfectiblement attachée aux immortels principes et qui n'a rien de commun avec les nations de proie. Il n'y a pas de nation de proie parmi les Nations Unies. » Bon, mais dans ce cas, quelles sont donc les nations de proie? Celles sans doute qui possèdent d'immenses empires coloniaux. Vous n'y êtes pas. Les nations de proie sont ainsi nommées parce qu'elles ne possèdent rien. Les nations de proie ne sont pas jugées sur leurs rapines, mais seulement sur leurs intentions. On les soupçonne de vouloir faire comme les nations honnêtes qui, elles, ne sont pas de proie. Mais enfin, me direz-vous quelles sont ces nations maudites? Il y en avait 3, répondra-t-on, mais il n'en reste plus que 2 et demi. La troisième, comprenez l'Italie, a été coupée en 2. Sa partie nord est toujours une nation de proie, tandis que sa partie sud est une grande et bonne nation démocratique. Le Huron demandera plutôt qu'on lui parle de cette Allemagne qui est si vilainement chargée de tous les péchés du monde. Il apprendra avec horreur que ce pays maudit est gouverné par un dictateur. Qu'est-ce qu'un dictateur? C'est un homme qui gouverne contre le gré de ses compatriotes. Mais vous venez de me dire que Hitler a été porté au pouvoir grâce à un vote massif du peuple allemand en sa faveur. Ça ne fait rien, bon sauvage. Hitler est tout de même un méchant dictateur. Et Staline? Staline, lui, est un chef légitime. Il a donc eu aux élections une majorité encore plus écrasante que Hitler? Non, il n'a pas été élu, il s'est emparé du pouvoir par la ruse. Pourquoi alors les Nations Unies ne se mobilisent-elles pas pour imposer à la Russie les élections démocratiques? Pourquoi le monde ne se ligue-t-il donc pas contre Staline? Parce que Staline est l'ami des Juifs et que ça suffit pour mériter la considération distinguée des Nations Unies. De même qu'il suffit d'être l'ennemi des Juifs pour que l'on déclenche contre vous une coalition du tonnerre de Dieu. Notre Huron aura bien sûr quelque mal à comprendre tout cela. Il se fera répéter ses explications. Il demandera que l'on précise pour lui le sens du mot raciste. Et lorsqu'il saura qu'un raciste, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus abominable au monde, est un individu qui distingue entre les différentes races d'hommes, qui établit entre elles une hiérarchie, il poussera un rugissement d'allégresse. « Mais alors, hurlera-t-il, si vous faites la guerre aux racistes, vous faites la guerre aux Américains. Ah les salauds, ah les vaches,
Je les connais bien, allez, et pour cause, ils ont bousillé tous ceux de ma race au motif qu'ils avaient la peau rouge. Quant aux nègres, il faut voir comment ils les traitent. À bas les Américains, mort aux racistes américains. Mais notre malheureux Huron ne pourra en dire plus long. Il sera saisi incontinent par quelques argousins bien musclés, jeté à terre, foulé aux pieds, roué de coups et précipité dans un cul de basse-fosse. Car dans les pays libérés, on ne badine décidément plus avec la liberté. 7 décennies plus tard, cette réalité apparaît en pleine lumière. Les futurs vainqueurs prétendaient lutter pour la liberté, ce qui commence par celle de penser, donc de s'exprimer librement. Or, c'est précisément sur cette période de l'histoire qu'ils imposent un tabou le plus absolu. Celui qui l'enfreint a le choix entre la prison et l'exil. J'en sais quelque chose. Horst Mahler et bien d'autres en savent quelque chose. Mais qu'importe, nous ne céderons pas. Nous combattrons leurs mensonges jusqu'au bout, quel qu'en soit le prix. Bonne chance, Horst Mahler. Et bon anniversaire, Adolf Hitler.